qui souvent ne relevait pas de cette guerre qu'il conduisait en Autriche. Napoléon commençait à s'empâter. Son gilet de Casimir serrait un ventre déjà rond, il n'avait plus de cou, presque pas d'épaules. Son regard détaché ne s'enflammait que sous la colère. Ce jour-là, il était maussade, la bouche pincée. Quand il avait eu la certitude que l'Autriche s'armait contre lui, il était rentré en 5 jours de Valladolid à Saint-Cloud, crevant au galop on ne sait combien de chevaux. Lui qui dormait alors 10 heures par nuit et 2 heures dans son bain, grâce à ses revers en Espagne et à cette nouvelle équipée, il retrouvait d'un coup son endurance et sa force. Berthier était à son tour descendu de la berline et rejoignait Napoléon, assis sur la souche d'un rouvre abattu. Les 2 hommes mesuraient à peu près la même taille et portaient le même chapeau. De loin, on risquait de les confondre. Mais le major général avait des cheveux épais et frisés, un gros visage moins régulier. Ils regardaient ensemble le Danube. « Sire, dit Berthier, qui se rongeait les ongles, l'endroit semble bien choisi. »« Sur la carta militare est évidente, » répondit l'empereur, en se bourrant le nez de tabac. « Reste à sonder la profondeur par des nacelles. Votre affaire. À mesurer la vigueur du courant. Votre affaire. » L'affaire de Berthier, comme d'habitude, était d'obéir. Fidèle, exemplaire, il exécutait les intuitions de son maître, ce qui lui conférait un énorme pouvoir, des dévouements intéressés et pas mal de jalousie. En face d'eux, le Danube se divisait en plusieurs bras qui en ralentissaient le courant, avec des îles couvertes de prairies, de broussailles, de bois de chênes chevelus, d'ormes et de saules. Entre la berge et l'île Lobo, la plus vaste, un îlot pourrait servir d'appui au pont qu'on allait construire. Au-delà du fleuve, au débouché de la Lobo, on devinait une petite plaine jusqu'au village d'Aspern et d'Essling, dont on apercevait les clochers pointus parmi les bouquets d'arbres. Ensuite, une plaine immense aux moissons encore vertes, arrosée par un ruisseau à sec au mois de mai, et au fond, à gauche, les hauteurs boisées du Bisenberg, où s'étaient repliées les troupes autrichiennes après avoir brûlé les ponts. Les ponts! 4 ans plus tôt, l'empereur était entré dans Vienne en sauveur. Les habitants couraient au-devant de son armée. Cette fois, arrivé dans les faubourgs mal protégés, il avait dû assiéger la ville pendant 3 jours et même la bombarder avant que la garnison se retire. Une première tentative de traverser le Danube venait d'échouer près du pont de Spitz, détruit. 500 voltigeurs de la division Saint-Hilaire avaient pris pied sur l'île de Schwarzenlaken, dirigée par les chefs de bataillon Rateau et Pou, mais sans ordre précis, sans coordination. Ils avaient négligé de poster des hommes en réserve dans une grande maison qui pouvait protéger comme un fortin le débarquement des autres. La moitié de ces hommes avaient été tués, les autres blessés ou pris par l'avant-garde ennemie postée sur la rive gauche qui chaque matin jouait l'hymne autrichien de M. Hyde pour remuer les habitants de Vienne. Maintenant, l'empereur commandait en personne. Il entendait détruire l'armée de l'archiduc Charles, déjà forte, avant qu'elle ne réussisse à s'allier à celle de l'archiduc Jean, qui arrivait d'Italie à marche forcée. Pour cela, à l'ouest, l'empereur avait posté en vigie Davout et ses cavaliers. Il observait après le fleuve cette interminable plaine de Marchfeld qui montait à l'horizon vers le plateau de Wagram. Un simple adjudant, mal boutonné, la moustache blanche en croc, l'appela d'une voix grondante sans même se ranger au garde-à-vous. « Tu m'as oublié, mon empereur! Et ma médaille ?» « Quelle médaille ?» demanda Napoléon en souriant, pour la première fois depuis 8 jours. « Ma croix d'officier de la Légion d'honneur, tiens, je la mérite depuis toujours. »« Si longtemps ?»« Rivoli, Saint-Jean d'Acre, Austerlitz, Eylau !» Berthier, le major général avec son crayon, nota le nom du nouveau promu, le soldat Roussillon. Mais il avait à peine terminé que l'empereur se leva en jetant la hachette avec laquelle il tailladait depuis quelques instants le tronc d'arbre. « Andiamo ! À la fin de la semaine, je veux un pont. Disposer des brigades de cavalerie légère dans ce village, là, derrière. »« Ebersdorf, » dit Berthier, en vérifiant sur sa carte. « Bredorf, si vous voulez. Et 3 divisions de cuirassiers. Commencez tout de suite. » L'empereur ne donnait plus jamais un ordre ou une réprimande de façon directe. Cela passait par Berthier, qui, avant de monter dans la berline, fit un signe à l'un de ses aides de camp en costume d'opéra. « Le jeune, voyez ça avec monsieur le duc de Rivoli. »« Bien, monseigneur, » répondit l'officier. Un jeune colonel du génie, brun de peau et de poils, avec une cicatrice émouvante comme une rayure sur la gauche du front. Le jeune grimpa sur son cheval arabe, ajusta sa ceinture de soie noire et or, ôta une poussière sur son dolman de fourrure et regarda partir la voiture impériale avec son escorte. Il s'attarda.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.